Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC et BFM TV. Vice-président du Front National, député des Pyrénées-Orientales. On va d'abord parler, si vous le voulez bien, du dossier STX, tout simplement parce que Bruno Le Maire est rentré de Rome avec une date, mois de septembre, pour se revoir. Rien de plus, en tout cas pour l'instant. Et toujours, manifestement, la même volonté affichée de défendre les intérêts de la France, tout en disant que les chantiers de Saint-Nazaire n'ont pas vocation à rester sous contrôle de l'État. Vous êtes favorable à la nationalisation, pas temporaire mais définitive d'STX ? À la nationalisation, en attendant un plan, s'il y en a un, d'un repreneur, mais plutôt favorable à la défense des intérêts stratégiques de la France. Et clairement, STX fait partie des intérêts stratégiques de la France. Alors comment on fait avec l'Italie ? Parce que pour l'instant, on était engagé quand même. Oui, on défend nos intérêts. Il se trouve que l'intérêt national prime sur les intérêts particuliers ou capitalistiques ou les accords peut-être qui avaient été pris d'ailleurs par le gouvernement Hollande, oui. Je crois. Mais voilà, à un moment donné, il faut prendre une décision. Le gouvernement la prend, il s'y tient. Et vous comprenez qu'on ne peut pas, comme cela, tolérer d'aller sauver des banques lorsqu'elles sont en faillite, comme l'a fait l'Italie d'ailleurs, et comme pratiquement le gouvernement français l'a fait pendant la crise, et puis se poser des questions sur des entreprises industrielles, avec des savoir-faire, avec des brevets, avec des ouvriers, des employés, avec le fleuron de l'industrie française. Donc vous feriez quoi ? Une nationalisation temporaire ou une nationalisation définitive ? Écoutez, pour STX, avec qui au capital ? Les sous-traitants par exemple, ils le proposent. En attendant de voir des solutions qui pourraient souffrir pour l'avenir, regardons déjà, là maintenant, comment l'État va gérer STX à partir du moment où il en prend le contrôle. Et puis on verra. Mais l'important, c'était de préserver les emplois et préserver l'entreprise. Alors d'un côté, il y a la nationalisation temporaire, de l'autre, des envies manifestement aujourd'hui de privatisation. Là pour le coup c'est la SNCF qui est dans le viseur. Le patron Guillaume Pepy présente des excuses ce matin, il les réitère, mais il assure que la maintenance n'est pas en cause, c'est un défaut d'isolement dans l'alimentation d'un poste électrique. Je vous donne le détail exact, à cause, suppose-t-il, de la forte sollicitation qui découle de la mise en service des nouvelles lignes à grande vitesse. Est-ce que c'est audible comme argument ? C'est audible, je ne sais pas, mais en tout cas c'est le cas. Il y a eu une panne et les usagers en ont fait les frais. C'est maintenant à la SNCF de réparer les pots cassés. Très honnêtement, je ne pense pas qu'une privatisation règle comme ça d'un coup de baguette magique tous les problèmes. Oui, mais ça fait un moment que ça dure, les problèmes avec la SNCF. Je pense que les problèmes de la SNCF durent depuis très longtemps. C'est une vieille histoire maintenant. Les chemins de fer français ont été modernisés, mais ils sont vétustes. Il y a beaucoup de rames nouvelles qui roulent sur des rails très ancien, et un peu comme l'état du pays, si vous voulez, c'est le rail français est frappé aussi d'obsolescence, c'est-à-dire que il faut mettre beaucoup d'argent pour rénover des lignes. Malheureusement, l'État est en faillite et on le voit, il rabote des crédits dans tous les domaines. Comment fera-t-il demain pour apporter des crédits nouveaux à la SNCF pour que ça aille mieux au niveau de l'entretien des rails ? Il fallait pendant les 30 dernières années, mettre à niveau précisément les lignes, les trains, ne pas fermer. Oui, mais ils ne l'ont pas fait. Bon, et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? En plus, ils se sont pliés au desiderata de Bruxelles qui a voulu libéraliser le rail en faisant une concurrence quelquefois déloyale sur nos propres lignes avec des entreprises étrangères, notamment aussi sur le fret et maintenant sur le voyageur, et nous en payons directement les conséquences. Eh bien, il faudrait, là aussi, faire un repli stratégique sur ce secteur purement français pour donc lui permettre... empêcher la concurrence ? Ah ben là, de toute façon, clairement, nous étions, hostiles à la fameuse directive qui a libéralisé le rail, parce que ça ne sert à rien, si ce n'est à mettre en péril précisément les entreprises commerciales comme la SNCF, alors que le transport français était un exemple pour le monde entier. D'ailleurs, il s'est exporté beaucoup, et malheureusement aujourd'hui, on paie la mauvaise politique des gouvernements de droite et de gauche depuis 30 ans, peut-être plus. Louis Alliot, est-ce que vous êtes de ceux qui râlent aujourd'hui parce qu'ils ne partent pas en vacances, dès aujourd'hui d'ailleurs, c'est le 9 manifestement, oui, ça a été repoussé à l'Assemblée. C'est pas râler pour râler, non, mais c'est vrai que ça manque de préparation, ça manque d'organisation, on est informé au dernier moment, ça pose le problème des employés de l'Assemblée nationale, des huissiers, etc., qui eux avaient comme date butoir le 3 août et maintenant on leur dit ce sera le 9 août et encore nous n'en savons rien. Donc voilà, ce qui manque... Vous comprenez bien que les Français vont pas pleurer sur le sort des députés. Exactement, mais ce qu'il manque c'est
une préparation, une organisation, et tout cela pour une loi dont on parlera sûrement, Oui. qui ne réglera pas le problème de fond de la politique française, qui est pour une petite partie certes le comportement des élus, le rôle des élus, mais qui est surtout le résultat des politiques qui sont menées par les gouvernements en place. Elle est là, la moralisation de la vie politique française. On va en parler de cette loi de confiance, mais dites-moi, on entend dire justement à propos de ce report d'une semaine dans les couloirs de l'Assemblée que c'est juste un coup de com' du gouvernement pour faire croire qu'il est encore au travail. Vous faites semblant en ce moment? C'est désert l'hémicycle? Mais très honnêtement, il n'y a pas grand-chose. On est convoqué ce matin, il n'y a rien. Cet après-midi, pas grand-chose. On est reconvoqué mercredi prochain. Je pense qu'on aurait pu concentrer tout le travail sur les textes actuels, malgré évidemment les navettes qu'il peut y avoir et les commissions paritaires avec le Sénat. Bref, voilà, ça manque quand même de clarté dans l'organisation du travail parlementaire, mais on peut se dire quelquefois qu'effectivement, le gouvernement fait mine d'eux pour faire de la communication et pas trop du fond politique. Alors du coup, il y a effectivement encore un débat la semaine prochaine avec un vote sur la confiance dans la vie politique. Ça n'est pas comme si le texte était mineur, surtout compte tenu de ce qu'on a vu pendant la présidentielle. Donc, est-ce que c'est bien le moment? Le texte n'est pas mineur, mais il ne réglera rien. Vous pourrez rendre plus transparent le fameux IRFM, vous pourrez supprimer la réserve parlementaire, vous pourrez faire ceci, cela. Oui, mais il manque l'essentiel. Le pantouflage, la haute fonction publique, les gens qui passent de la politique aux banques, des banques à la fonction publique, toutes ces choses-là. Vous êtes en train de me dire qu'on est en train de nous faire croire qu'on a un texte... Oui, il n'y a pas tout. Dans ce texte-là, c'est un texte de circonstance où il n'y a pas tout ce que l'on pourrait faire pour la moralisation de la vie politique. Il n'y a pas, on a parlé beaucoup des assistants pendant cette élection. Il n'y a rien sur les assistants. Moi, j'aurais aimé qu'on discute de la fonction, du statut, du rôle de l'assistant. On ne le fait pas. On ne sait pas pourquoi. Alors voilà, on est sur l'écume des choses et on ne va pas sur le fond du fonctionnement de la démocratie française, la proportionnelle, le référendum d'initiative populaire, le rôle des collectivités territoriales. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Et même pire que ça, c'est que pendant que nous parlons de cette loi de moralisation ou de l'habilitation par ordonnance, on est en train de raboter les crédits de l'armée au moment où il y a une menace terroriste sans précédent et au moment où on demande à nos armées d'être présents sur le terrain 24/24. Et puis, ce que l'on ne sait pas, on le sait depuis 2 jours, c'est que le gouvernement rabote les crédits des collectivités locales, notamment des petites communes. Et là, je peux vous dire que ça va... Il y a une dotation qui a disparu, Libération de 300 millions d'euros. 300 millions Je d'euros. pense qu'il va y avoir une déflagration parce que les petites communes aujourd'hui n'ont plus les moyens d'agir. Mais attendez, le 17 juillet, Emmanuel Macron s'était pourtant engagé à ne pas le faire. Eh bien, dans le dos des petites communes, il le fait, il rabote ces 300 millions d'euros. Mais en plus, la fameuse réserve parlementaire, elle ne servait pas pour le confort du député, contrairement à ce qu'on a pu croire. Moi, je vais vous dire, je n'en sais rien, je ne l'ai jamais utilisé, je n'étais pas député. Mais je me suis renseigné dans ma propre circonscription, des petits maires, pour moderniser des écoles publiques, pour moderniser des salles des fêtes, pour des associations caritatives, humanitaires, des clubs sportifs qui aujourd'hui souffrent énormément, eh bien n'auront plus les quelques centaines ou milliers d'euros qui leur permettaient jusqu'à présent de fonctionner. Et là, le gouvernement a une responsabilité majeure. Vous parliez des assistants parlementaires, des collaborateurs. Je voudrais qu'on s'y arrête un instant. Vous auriez pu intervenir sur la question des collaborateurs, justement. Parce que au Front National, on a vu Sophie Montel intervenir beaucoup en direction de la justice, notamment au Parlement européen, pour dénoncer certaines pratiques de ses petits camarades. On aurait pu clarifier les choses. D'abord, elle n'a pas dénoncé. Elle a fait des signalements. Oui, elle a fait des signalements. Un peu comme des lanceurs d'alerte. Oui. Parce que nous sommes dans un pays où l'égalité est un principe majeur de notre démocratie. On ne peut pas traiter les députés du Front National d'une telle manière et puis les autres d'une autre manière. Il faut que tout le monde soit traité sur un même pied d'égalité. Particulièrement parce que, précisément, l'assistant parlementaire est un peu la représentation de la fameuse séparation du pouvoir et on aurait pu clarifier le statut de l'assistant pour savoir s'il était aux ordres, en quelque sorte, de son député, ou s'il devait respecter un statut, des consignes
et des lois qui sont celles d'une autre administration. Et là, c'est là qu'est le problème. La question des emplois familiaux se pose aussi. Vous avez vu que ce matin, dans le Canard enchaîné, c'est Michel Mercier qui est épinglé à son tour. Michel Mercier qui est pressenti pour entrer au Conseil constitutionnel, qui va donc devoir examiner cette fameuse loi de confiance et dont on dit dans le Canard enchaîné qu'il a employé ses filles, notamment une qui était en Angleterre. Oui, il le conteste, j'ai vu qu'il le conteste, peut-être qu'il y aura une enquête et on verra bien si c'est vrai ou pas. Vous savez, moi je ne crois plus maintenant ce que je lis et j'attends de voir les résultats des explications et quelquefois des enquêtes. Mais c'est quand même curieux, là aussi on va interdire les emplois familiaux pour les parlementaires, très bien, parfait, mais on crée un emploi familial en l'occurrence pour la première dame à la tête de l'État. Le statut de la première dame, vous êtes contre ? Tout à fait contre, la première dame. Si Marine Le Pen avait été je n'aurais élue... été rien du tout, vous n'avez pas à être comme ça le représentant de quoi que ce soit. C'est le président de la République qui a été élu, pas son épouse, et je ne vois pas pourquoi, sur les crédits de l'État français, on donnerait à la première dame ou demain au premier homme des crédits pour fonctionner. Ça me paraît être une aberration, et j'espère d'ailleurs que l'Assemblée ne suivra pas. Alors, puisqu'on parle argent, Louis Alliot, il y a un volet qui concerne, dans la loi de confiance, plus particulièrement, si on lit entre les lignes, le Front National. C'est l'amendement adopté pour interdire les prêts avec intérêt de la part des partis politiques. Les partis jouent un rôle essentiel, c'est vrai, dans le financement des campagnes électorales. Ça n'est pas leur rôle de faire des bénéfices avec cette mission. C'est ce qu'a fait valoir le député En Marche, Paul Molac, qui a porté cet amendement. C'est ce qui s'est passé justement en 2012. Les partis ne font pas de bénéfices. Kits de campagne. Il y a une erreur. Les partis ne font pas de bénéfices. Le parti qui prête lui-même mais en 2012, des personnes, des kits de campagne vendus à vos candidats pour les législatives. Cet argent, il a été prêté par des personnes qui prêtent de l'argent avec intérêt. Et donc, le parti politique, lui, ne fait pas de bénéfices sur ce prêt-là. Il y a d'ailleurs, à mon avis, une incompréhension de ceux qui ont voté cet amendement qui ne nous gênera pas. Le problème, il y a aujourd'hui en France que, les banques ne prêtent pas. On verra ça. Les banques ne prêtent pas. Monsieur Bayrou avait décidé de faire... Vous dites on verra pour quelle raison ? Parce que moi je pense que nous avons raison sur le fond. Donc le jour où nous aurons un non-lieu et nous ne serons pas condamnés, j'espère que tous les médias dans leur ensemble prendront leurs responsabilités et nous mettront sur toutes les antennes pendant une semaine pour corriger l'injustice dont nous avons été victimes. Les juges ont l'air de penser que vous avez établi Oui, mais ils un pensent montage beaucoup, financier. les juges, mais il y a la réalité de ce que nous avons vécu. Moi j'ai utilisé les fameux prêts en question et je ne vois pas où j'ai pu fauter, où mon parti a pu fauter. Ce n'était que la mise à disposition de matériel pour l'ensemble des candidats et ça a un coût et personne ne s'est mis de l'argent dans la poche. En tout cas, pas les partis politiques et pas les candidats. Il n'y a pas eu de surfacturation. Mais M. Bayrou voulait faire une banque précisément pour permettre aux candidats de faire de la politique sans passer par les fourches codines des banques commerciales qui refusent de prêter. Nous sommes une démocratie qui est faite pour les riches, les grands partis qui ont beaucoup d'argent, eux peuvent fonctionner parce qu'ils ont accès à des prêts bancaires, parce qu'ils ont accès à l'élite qui passe d'ailleurs des banques à la vie politique, ce qui crée quand même une certaine solidarité. Et nous, alors que nous sommes... en particulier, nous sommes la deuxième ou la troisième force politique française, nous n'avons pas accès aux prêts commerciaux. Mais pour quelle raison ? À un moment donné, il faut se poser aussi le fonctionnement de notre vie politique. Alors, le Front National veut entamer un processus en travaillant prioritairement sur la souveraineté territoriale et donc la maîtrise des frontières migratoires et commerciales. C'est ce que vous avez écrit dans un communiqué au Front National, le communiqué à l'issue du séminaire de refondation, en prenant soin dans ce communiqué d'ajouter le recouvrement de la souveraineté monétaire clôturera ce processus. Ça s'appelle le beauté en touche ? Non, c'est un tout. Si. C'est le fonctionnement de l'Europe qu'il faut remettre à plat. Ça veut dire le problème principal qui divise aujourd'hui au Front National, on ne le regarde pas aujourd'hui, on verra plus tard. Il doit passer après des problèmes beaucoup plus immédiats. Le problème des migrations, de l'immigration incontrôlée, de ce que nous connaissons à Calais, à Menton, un peu partout en France, du fait qu'aujourd'hui on va raboter des APL, on va raboter des retraites, mais on fait toujours plus d'appels aux migrants, aux migrations, et on demande toujours plus d'argent pour permettre à des gens qui n'ont rien à faire chez nous d'y venir. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, il faut faire des choix, il faut donner la priorité aux nôtres avant
avant de donner la priorité aux autres. Et tous ces choix-là ne sont pas faits. Mais ça, c'est l'Europe. Les Français doivent se rendre compte que Schengen, que la politique migratoire européenne, que la politique économique européenne est en train de ruiner notre pays. Il faut donc créer des centres d'accueil, vous l'avez vu comme moi. Il faut donc réorienter. Mais les centres d'accueil, il ne faut pas les faire en France. Il faut les faire dans les pays d'origine d'où viennent ces populations. Et qu'on nous explique pas que ce sont des migrants qui fuient la guerre. Pour certains d'entre eux, c'est vrai. Mais 80%, ce sont des migrants économiques. Et on a vu, par exemple, il y a des gens qui viennent de Côte d'Ivoire. Dites-moi pourquoi aujourd'hui nous accueillons une immigration clandestine de Côte d'Ivoire alors qu'il n'y a pas la guerre en Côte d'Ivoire. C'est ça, du tri avant. Il faut empêcher ces migrants de venir, comme le font d'autres pays, en créant précisément des couloirs humanitaires sur l'autre bord de la Méditerranée et permettre à ces gens-là, en attendant la fin, quand il y a la guerre, des hostilités ou le retour dans leur pays d'origine, et ne pas venir, comme ils le font aujourd'hui, perturber non seulement la vie économique, mais la vie sociale de notre pays. Merci Louis Alliot d'avoir été avec nous sur RMC et BFM TV. Il est 8h55. Retrouvez l'appli